Alors que les fronts cèdent de toutes parts, de braves guerriers donnent leur sang et leur vie pour défendre ceux qui leur sont chers. Ils ne reculent pas face au désespoir, car ils sont le bouclier de tout un peuple. Ils sont le rempart. Ils sont l'espoir de ceux qui ne portent pas l'épée. Peut-être qu'ils tomberont au champ d'honneur, ou peut-être qu'ils vivront une bataille de plus. Qu'importe. Ils ne le font pas pour la gloire, mais pour préserver tout ce qui compte réellement. La fière nation de Stromgarde est la gardienne de l'héritage de l'humanité. Par 1000 reprises, ils défièrent les ennemis des hommes. Trolls, orques, morts-vivants s'effondrèrent sur leurs boucliers. Et combien d'autres combats les attendent encore, alors qu'Azeroth est la proie d'ambitions cosmiques. À leur gloire, visitons la noble épopée de cette nation si souvent délaissée par les livres d'histoire. Armons-nous de nos cartes et retournons, une fois encore, la toute dernière, aux origines du premier des empires. Ne vous fiez pas aux piteux aspects que les siècles ont donnés à la fabuleuse cité de Stromgarde. Ou devrais-je d'ailleurs l'appeler Strom? Un nom court et brutal, né dans la bouche d'un peuple qui s'éveillait à peine. Mais quel nom prestigieux pour la toute première cité façonnée par des mains humaines. Sous le commandement de l'empereur Thoradin, unificateur des tribus humaines, la cité devint un havre où les humains pouvaient vivre sans crainte. Loin de la menace des trolls, protégés derrière des pairs remparts, les artisans et les artistes purent exprimer toute l'étendue de leur art. Les premiers mages humains y apprirent les secrets des arcanes, enseignés par des maîtres hauts elfes venus de la sublime Keltalas. La cité de Strom devint, en quelques années à peine, le cœur battant de toute l'humanité. Hélas, ces remparts furent bientôt trop petits pour accueillir tous ceux qui voulaient y faire leur place. Et à mesure que l'Empire s'étendit sur des terres plus fertiles, d'autres cités prirent racine. Strom demeura la capitale, mais, lentement, se dépeupla au profit de ses rivales. Dalaran accueillit les mages et les érudits. Lord Aeron devint le foyer spirituel de l'Empire. Kultiras prit possession des mers. Gilneas et Alterac, plus proches de la capitale, revendiquèrent avec hargne leur identité par le commerce et la bravoure de leurs guerriers. Écartelé entre ces provinces, désormais toutes plus riches et ambitieuses que Strom, l'empire d'Arathor s'écroula, engendrant les 7 nations humaines. Menés par Faldir, le dernier de la lignée de Thoradin, les princes de sang demeurés entre les murs de Strom s'en allèrent sur les océans quérir un nouveau foyer loin au sud. Pour veiller sur l'héritage de Thoradin, Faldir désigna la famille Trollmore. Lointain descendant du chef Altheraki Ignaeus Trollmore, ces nobles de poigne reprirent en main le cœur de l'Empire. Mais sans la légitimité impériale, ils ne purent empêcher l'inévitable. Strom, désormais Stromgarde, ne régnait plus que sur les landes arides des hautes terres Arathi. En dépit de maints efforts, la cité ne recouvra jamais sa gloire d'antan. Comme une mère que l'âge rendit moribonde, Stromgarde survécut à l'ombre de ses filles. Pourtant, même depuis la pénombre, la cité continua à veiller au grain sur l'avenir de l'humanité. Les guerriers de Stromgarde étaient réputés pour leur bravoure et leur discipline sans faille sur le champ de bataille. À bien des reprises, ils taillèrent en brèche les efforts des trolls pour reconstruire leur empire. L'ensemble des royaumes humains accordait un profond respect à l'antique cité, même si tous convenaient de sa misérable existence, bien loin du faste des Dalaran, Lord Aeron ou Kultiras. Un seul royaume vouait une haine profonde envers les gardiens de l'héritage d'Arathor. Ironiquement, il s'agissait d'Alterac, descendant des anciens compagnons d'Ignaeus Trollmore. Les deux royaumes étaient divisés par de profonds contentieux territoriaux. Les frontières, maladroitement tracées au lendemain de l'indépendance, ne convenaient ni à l'un ni à l'autre. Les soldats de Stromgarde croisèrent plus d'une fois le fer avec les brutaux guerriers d'Alterac, sans que l'une ou l'autre ne parvienne à arracher une victoire définitive. Lorsque, par 2 fois, le lointain royaume d'Azeroth exhorta l'aide de ses confrères du Nord, Stromgarde suivit scrupuleusement l'attitude attentiste de Lord Aeron. Trop longtemps, Hurlevent s'était écarté des nations humaines pour que quiconque au nord de Tandol n'éprouve la moindre compassion à leur sujet. La donne changea brutalement lorsque, 4 ans après le début de l'invasion des orques, des flots de réfugiés en exil s'échouèrent sur les côtes de la baie de Barad-dûr. Qui que soient ces orques qui avaient balayé d'un revers les solides défenses d'Azeroth, ils devaient désormais être considérés comme une menace mortelle pesant sur l'humanité, au même titre que les trolls autrefois. La lignée Trollmore était garante de la sécurité non seulement de son royaume, qui, par sa position au midi du continent, était désormais le plus exposé, mais de sa race tout entière. Le roi Thoras Trollmore plaida de toutes ses forces en faveur d'une union sacrée. Lui-même tendit sa main au rival Altheraki, prêt à toutes les concessions pour défendre l'humanité. Au terme de longs et éprouvants débats, l'alliance de Lord Aeron réunit les 7 bannières sous un même commandement. Il était temps, les nations naines du Sud venaient de tomber, et déjà, le souffle du Midi exportait le tonnerre des tambours de guerre. Stromgarde, puissante nation militaire au contact de l'ennemi, ne vit aucun de ses territoires épargnés par la déferlante de la Horde.
Tandis que la majeure partie des troupes de l'Alliance opposait une vive résistance aux forces de la Horde débarquées en Haute-Brande, une petite armée de Stromgarde franchit le détroit de Tandol pour venir en aide aux nains de Dunmordre. Ainsi, Thoras espérait sans doute prendre à revers les forces de la Horde. Mais rusé, le chef de guerre Orgrim Marteau du Destin anticipa ce mouvement et une garnison contre-attaqua avec férocité, poussant l'expédition humaine à la retraite. Pire, dans la foulée, cette attaque attira sur le royaume les foudres du Marteau du Destin. L'orque fit marcher ses troupes sur les hautes terres et, depuis la mer, ravagea l'île de Tolbarad, précieuse forteresse insulaire de Stromgarde, gardienne de l'entrée de Barad-dûr. Dans les plaines dégagées autour de leur capitale, les armées de Thoras firent face et parvinrent à contenir les avancées de la Horde, sans toutefois pouvoir empêcher l'incendie de la cité de Stromgarde. Les orques quittèrent finalement les hautes terres, mais ce n'était que pour mieux concentrer leurs efforts sur le cœur de l'Alliance, les royaumes de Lordaeron et de Keltalas. À cette fin, les orques avaient noué une alliance avec le plus vieil ennemi de l'humanité. Les tribus trolls des Hinterlands et de Zulaman, désireuses de venger la chute de l'Empire Amani, rallièrent l'effort de guerre de la Horde. Thoras Trollmort fit honneur à son nom et à ses ancêtres. Pourtant, malgré des efforts acharnés, rien ne semblait pouvoir arrêter la Horde. C'était comme si Orgrim avait toujours 3 coups d'avance sur l'Alliance. Lors de la bataille de l'île de l'Affliction, remportée de justesse par les forces coalisées, les soldats de Kultiras capturèrent mercenaires et marins humains aux côtés de la Horde. Leur voix trahissait l'accent des montagnards d'Alterac. Nul ne voulait croire en une trahison, mais était-ce par lucidité ou par une vieille rancune héritée des générations de conflits? Thoras fut le premier à suspecter le roi Aiden Perenold de compromission. Soucieux de lever le doute, il envoyait une armée vers les cols de montagne, où les orques s'étaient récemment engouffrés sans rencontrer la moindre résistance. C'est là qu'il rencontra une troupe Altheraki menée par le général Hatz. Ce vieil ennemi que Thoras avait moult fois affronté par le passé lui barrait de nouveau le passage. Prêt à tirer les armes, Trollmort ne se laissa pas intimider, et avança contre les forces d'Altherac. C'est Hatz qui céda. Il confirma à Thoras ce que l'Alliance avait refusé d'imaginer. Aiden s'était secrètement rangé du côté de la Horde et avait planté un couteau dans le dos de ses alliés. À l'heure qu'il était, Orgrim était probablement déjà de l'autre côté des montagnes, tout proche de la cité de Lordaeron, sans nulle armée pour sauver la cité. Hâte à ses côtés, Thoras pressa ses armées pour barrer au plus vite le passage des montagnes. Si le gros de la Horde était déjà passé, il parvint à temps pour arrêter les renforts et couper les ravitaillements. L'armée coalisée, prévenue, se précipita pour sauver Lordaeron. Privé de renforts, menacé d'encerclement, Orgrim abandonna sa prise. L'Alliance le pourchassa jusqu'aux terres brûlées du Mont Roche-Noir, où les orques livrèrent leur dernière bataille. Thoras, en suivant son instinct, avait sauvé l'humanité du désastre. La trahison d'Altherac était manifeste, et le royaume devait payer pour son crime. Stromgarde exigea la cession des territoires revendiqués depuis des siècles, et proposa le reste du royaume à Lordaeron, espérant ainsi gagner la voix de la plus influente des nations humaines. Toutefois, le roi Terenas avait de tout autre projet. S'il soutint tout d'abord la candidature du prince Aliden, fils du roi Félon qui, semble-t-il, ignorait toutes les ententes de son père, il changea rapidement de stratégie en faveur d'un noble aux troubles origines, Sir Daval Prestor. L'autre rival d'Altherac, la fière nation de Gilneas, n'entendait pas laisser Stromgarde et Lordaeron décider du sort du royaume traître, et avança lui-même son candidat. Mais face à la puissance et l'influence de Lordaeron, ni le roi Trollmort, ni le roi Gristet n'avaient le poids d'imposer leurs revendications. Indécis, Terenas laissa la crise se prolonger avant de simplement annexer une large portion du territoire altheraki. La population de Stromgarde accueillit la nouvelle avec colère. Tant des leurs avaient donné leur vie pour la victoire de l'Alliance. Le royaume était dévasté, et tout cela en vain. Pire, l'archipel stratégique de Tolbarad, dévasté par les combats, échappa à la domination des Trollmorts. L'île était devenue un repère de pirates dont les rapines gênaient la navigation sur la Grande Mer. Incapable d'en reprendre le contrôle, Stromgarde céda à contre-cœur ses terres à Kultiras. Le royaume, endeuillé, amoindri, ruiné, devait céder à toutes les exigences de Lordaeron. À se demander si l'Alliance n'était pas autre chose qu'un outil d'asservissement au profit de Terenas. Alors que Thoras, soutenu par plusieurs des royaumes de l'Alliance, exigea la mise à mort des orques, Lordaeron imposa la clémence. L'Alliance finança la construction de forteresses pour y enfermer les orques captifs, alors que l'or manquait déjà pour reconstruire les provinces ravagées. Lorsque se répandit la rumeur d'évasion massive, Stromgarde, Gilneas et Keltalas, écœurés, mirent un terme à leur contribution. Chacun leur tour, ils quittèrent l'alliance de Lordaeron. Les années s'écoulèrent. Le royaume se remettait péniblement des ravages de la guerre. Par chance, le fléau mort-vivant l'épargna. Il aurait été bien incapable de le repousser. Toutefois,
La misère et les pillages des orques et des ogres qui vagabondaient allègrement dans le royaume poussa nombre de ses habitants à suivre Dame Jaina dans son exil vers l'ouest, espérant y fonder un foyer prospère. On ne pouvait leur donner tort, car le temps des troubles n'avait pas encore touché à son terme. Le prince Galen, fils unique de Thoras, considérait le règne de son père comme une lente agonie pour le royaume. Ses habitants préféraient s'exiler plutôt que de rester et de reconstruire la glorieuse Stromgarde. Des pillards, des orques et des trolls s'étaient installés sans résistance dans les hautes terres. Les trolls morts, jadis glorieuse lignée dépositaire de l'héritage d'Arathor, étaient désormais la risée des 7 nations. Même Hurlevent, bien plus ravagé par la guerre, se reconstruisait rapidement et retrouvait sa prospérité, quand chaque année plongeait un peu plus Stromgarde dans la misère. Convaincu que la nécessité l'exigeait, Galen complota contre son père. Sans l'ombre d'une hésitation, il planta son poignard dans la poitrine du roi et prit place sur le trône ensanglanté de Stromgarde. Hélas, en dépit de son ambition, il s'avéra un piètre roi, même en comparaison du règne de son père. La division eut raison du royaume. Malgré les difficultés de sa fin de règne, Thoras avait laissé le souvenir d'un guerrier honorable. Son meurtre provoqua l'ire de l'armée. Sans le soutien de ses troupes, Galen ne put empêcher des cohortes ennemies de piller les plaines du royaume. Conscient de la catastrophe, Galen appela l'Alliance à l'aide, mais c'était déjà trop tard. Les ogres du clan Rochepoint submergèrent les maigres défenses et prirent d'assaut les murs de la capitale. Ils y furent bientôt rejoints par les Alteraci du syndicat, une organisation désireuse de reconstruire le royaume montagnard. La question n'était même plus de savoir si la cité allait tomber, mais de qui allait s'en emparer. Accompagné d'une poignée d'hommes encore loyaux à sa cause, Galen s'enferma dans la cité et tint bon autour de la crypte, alors que les quartiers tombaient les uns après les autres. Sous la coupe du syndicat pour les plus chanceux, sous la poigne des ogres pour les plus malheureux. Le roi parricide, en dépit de la malice par laquelle il vint au pouvoir, périt au combat face au nombre de ses ennemis. Le reste de l'armée battit en retraite et se retrancha au refuge de l'Ornière, où ils tinrent bon jusqu'à l'arrivée de l'Alliance. Le royaume ne demeura pas longtemps sans souverain. Exilé sur le monde mourant de Draenor, Danath Trollmort retrouva le chemin d'Azeroth. Cousin de Galen et par là même neveu de Thoras, il avait été un champion de l'humanité lors de la Seconde Guerre et sa réputation de guerrier lui valait l'acclamation de tout combattant digne de ce nom. De retour sur sa terre natale, il fit serment de reprendre l'héritage qui était le sien et de rendre sa fierté à son peuple. Hélas, ses forces étaient certes assez solides pour tenir le peu de terrain encore sous la bannière écarlate de Stromgarde, mais guères assez nombreuses pour chasser les nombreux ennemis qui les entouraient. La reprise de la forteresse, certainement coûteuse en vie, n'était pas la priorité de l'Alliance, et Danath dut reporter ses ambitions. Tandis que le roi légitime piétinait au centre du plateau, le roi déchu Galen refit surface, ressuscité par la reine Banshee. Appuyé par les réprouvés et, plus largement, par la Horde, il reprit possession de Stromgarde. Toutefois, même après son trépas, son désir de trahison ne manqua pas de refaire surface. Il s'émancipa de Lordaeron et proclama la restauration de la couronne de Stromgarde, non plus en tant que nation humaine, mais en tant que royaume mort-vivant. Quitte à œuvrer dans la mort, il fut bientôt approché par les sinistres chevaliers de la Lame d'Ébène, désireux de relever Thoras dans la non-mort. Galen acquiesça, à condition que les redoutables chevaliers de la mort l'assistent dans la reconquête de son royaume. Toutefois, le prince déchu n'avait jamais eu l'intention de tenir sa parole. Une fois les trolls écartés, il trahit ses engagements et ordonna à ses soldats d'éliminer ses alliés de circonstance. Dans son ambition, il avait négligé la véritable puissance de ces derniers. La Lame d'Ébène pourfendit le prétendu roi et relevèrent Thoras. L'ancien roi renonça à toute légitimité sur sa couronne passée, laissant à son neveu toute latitude pour reprendre en main le flambeau de la lignée Trollmort. Peu après, la guerre embrasa de nouveau Azeroth. Une fois encore, l'Alliance faisait face à la Horde. Anduin Wrynn, roi de Hurlevent et meneur de l'Alliance, ordonna la reconquête totale de Stromgarde. La reprise de la forteresse serait un verrou pour la protection de Khazmodan et un premier pas dans la reconquête de Lordaeron. Financée et renforcée par l'Alliance, l'armée de Danath s'empara d'une cité délabrée depuis la mort définitive de Galen. La ville entre ses mains, il chassa la horde de la plus grande partie des Hautes Terres. Pour la première fois, le royaume de Stromgarde renaissait de ses cendres. Danath avait accompli son œuvre, et ses devoirs envers l'Alliance le rappelaient à Hurlevent, bien loin de son foyer, à peine libéré. Il désigna sa nièce, Dame Maran, pour servir de régente. Il lui accorda une confiance entière, certain que le royaume se porterait au mieux entre ses mains. Ce qu'il ignorait, c'étaient les véritables desseins de Maran. La régente portait en son cœur l'idéal d'une nation puissante et revigorée, à la hauteur de la gloire antique de Strom. Son oncle loin de la cité, Maran s'attaqua d'abord à l'Alliance en elle-même.
Ces mots ne manquaient pas de véhémence vis-à-vis de cet hurlevent qui exploitait le peuple de Stromgarde et le privait de son indépendance. Puis elle souleva les haines contre les orques, encore installés à l'est du plateau. Le village fortifié de Trépas d'Orgrim avait signé la paix avec l'Alliance, et les deux peuples apprenaient, lentement, à coexister pacifiquement. Mais cet armistice était insupportable aux oreilles de Maran. Les années passant, les tensions diplomatiques s'accrurent et parfois s'embrasèrent en escarmouches sanglantes. En certains endroits des hautes terres, on entrevoyait le retour des grandes guerres sur une terre déjà trop meurtrie. La situation dégénéra lorsque Jaina, accompagné de l'ancien chef de guerre orc Thrall, vint frapper aux portes de Strom. L'amiral suprême de Kultiras découvrit une nation encasernée, prête à la guerre. Une guerre non pas contre les ténèbres, mais contre le clan orc voisin. Comprenant quelle ardeur brûlait dans la poitrine de la régente, Jaina prévint Hurlevent. Les renforts, menés par Danath, parvinrent juste à temps pour mettre un terme à l'escalade. Maran capturé, Danath reprit presque à contre-cœur ses fonctions royales dans la cité. Maran ne demeura toutefois pas longtemps prisonnière. En secret, aidée par la colonelle Veronica Nials, chargée de son emprisonnement, elle joignit ses efforts à une toute nouvelle organisation rebelle, l'Aube Rouge. Ces derniers partageaient avec la régente défaite le rêve d'une gloire retrouvée pour l'humanité, un temps où les 7 royaumes dictaient leurs lois sur le continent. Depuis la citadelle orque abandonnée d'Argorok, ils préparèrent un assaut sur la capitale. Maran savait pouvoir compter sur bon nombre de sympathisants, encore durement marqués par les sévices de la Horde. Prête, l'Aube Rouge passa à l'attaque. Elle prit en embuscade le seigneur Danath Trollmort sous fausse bannière. Derrière eux, ils laissèrent assez de traces pour convaincre d'une attaque de la Horde. Puis ils se déchaînèrent contre plusieurs avant-postes, capturant les humains et massacrant tous les autres. Niall se libéra aussitôt sa captive qui reprit sans mal possession de la forteresse de Stromgarde. Par chance, Danath parvint à s'échapper et rejoint ses troupes, alors en pleine bataille contre leurs frères. Les guerriers de l'Aube Rouge avaient, dans leur forfaiture, revêti l'uniforme écarlate de l'armée de Stromgarde, donnant au royaume un air de guerre civile. Fort de son aura, il rassembla ses troupes et les galvanisa. L'ennemi, rien de plus que des bandes de brigands et de déserteurs, n'avait pas la discipline de tenir face à une telle armée aussi bien tenue. Ils chancelèrent, se brisèrent et se dispersèrent, laissant Maran seul face à la défaite. Danath fit une fois encore preuve de mansuétude. Il ne verserait pas une goutte de sang de sa nièce. Cette fois, il ordonna son exil loin des terres d'Arathi. L'Aube Rouge battit en brèche, une paix bienvenue retomba sur Stromgarde. Stromgarde est souvent traité comme une relique respectable par son héritage millénaire, mais raillée pour sa nature rustre et profondément primaire. Stromgarde, pourtant ancienne capitale de l'humanité, est incomparablement plus petite que ses filles. Dalaran, Gilneas, Lordaeron, Hurlevent ou Boralus furent bien mieux gâtés par les siècles. Elle se parait des plus belles splendeurs tandis que le vernis éclatant de l'Empire s'écaillait sur les murs de l'antique Strom. Sa terre est pauvre, et ses habitants sont des gens simples. Pas des artistes ou des érudits, pas des saints, ni des artisans de génie, ni même des commerçants fortunés, non. Déterminés à protéger à tout prix le foyer de l'humanité, ils furent des guerriers. Des soldats disciplinés et braves qui, sans chercher ni la richesse ni la gloire, furent toujours au rendez-vous pour protéger l'humanité, fût-ce au prix de leur propre extinction. Mais voici que, après 15 longues années de décrépitude, la nation de Stromgarde s'illumine de nouveau. La bannière écarlate flotte parmi les cieux des hautes terres, symbole d'une fierté retrouvée. À nouveau, les braves combattants de Stromgarde bataillent auprès de leurs alliés, prêts à l'ultime sacrifice s'il permet de préserver le destin de l'humanité. Voici, sur la carte, le royaume de Stromgarde. Aux limites méridionales des 6 nations du Nord, le royaume garde les portes du sous-continent de Lordaeron. Du temps des 7 royaumes, il était bordé à l'ouest par la puissante nation de Lordaeron et le plus petit royaume montagnard d'Alterac, avec lequel Stromgarde entretenait de nombreux contentieux. Jadis, le royaume disposait aussi des îles de Tolbarad, au-dessus desquelles s'élevait une imposante forteresse, gardienne de la baie de Baradin. Hélas, avec le déclin brutal du royaume, les îles passèrent sous pavillon cultirassien. Au sud, le viaduc de Tandol, magistral ouvrage des nains, cadeau offert jadis à l'humanité, relie le royaume aux riches nations naines et gnomes de Khazmodan. Bien qu'endommagé au cours des guerres passées, il a depuis rouvert ses portes et permet le passage de moult caravanes chargées de marchandises. Désormais, Lordaeron n'est plus, et les réprouvés règnent à leur place. Avec Gilneas, Stromgarde fait donc rempart devant la Horde. Alterac n'est guère mieux. Tombée dans le chaos à la suite de la traîtrise des Pérénoldes, la région est le foyer de bien des tracas. Brigands et ogres déferlent régulièrement des hautes vallées enneigées. Pourtant plus vaste que le royaume d'Alterac, le pays ne compte qu'une cité d'ampleur. La forteresse de Stromgarde, bordant la côte occidentale, signe d'une contrée peu développée. La région est composée d'un ample plateau battu par les vents d'ouest. L'air est sec, et le sol rocailleux,
Rien de propice aux terres agricoles. Les quelques régions cultivées sont toutes disposées au fond de bassins abrités des vents où s'accumulent les eaux de pluie. En surplomb, les landes venteuses sont à peine bonnes au pâturage. Des bêtes dangereuses rôdent sous le couvert des hautes herbes, et le moindre troupeau devrait être accompagné d'une petite armée. Ces plaines désolées se complaisent dans un silence sauvage. De hautes pierres conquises par la mousse s'élèvent en direction des cieux. Voici bien des millénaires que les voyageurs s'interrogent à leur sujet. Il faut y voir d'anciens sanctuaires, plus vieux que la plus vieille des nations. Jadis, avant que la sainte lumière n'embrase l'humanité, les tribus se rassemblaient autour de ces cercles de monolithes pour y rendre hommage aux divinités élémentaires. En ces terres arides et sauvages, la jeune humanité priait les esprits et les dieux de la nature pour que les saisons soient bonnes et les récoltes opulentes. Si la production agricole est faible, la population n'est guère nombreuse, et le peu de récoltes lui suffit amplement. Au centre du plateau, quelques mines pourvoient Stromgarde en métaux et en pierres de taille, tandis que les quelques maigres forêts épargnées par les vents alimentent les chantiers en bois d'œuvre. Si ces quelques ressources permettent au royaume de subsister, elles n'en font pas une terre riche. L'armée est le principal employeur de Stromgarde, et est souvent la seule destinée possible pour de nombreux jeunes désœuvrés. Il est fort probable que les troupes du pays se vendirent plusieurs fois comme mercenaires. La guerre coule dans le sang des enfants de Stromgarde. Sur un plateau austère, battu par la tempête, la bataille est une philosophie, un art de vivre dans l'adversité, une façon de s'harmoniser avec une terre rude et dangereuse. Sur ce point, la nation à la bannière rouge a bien plus de points communs avec les orques qu'elle ne voudrait l'entendre. À propos des orques, la Horde a longtemps disputé cette terre à l'humanité. Les ruines d'Argorok témoignent d'un temps où la guerre faisait encore rage dans cette région du monde. Plus à l'est, adossée contre les montagnes, la bourgade fortifiée de Trépas d'Orgrim est le dernier foyer des orques sur la terre de Stromgarde. Désormais, les deux peuples s'efforcent de cohabiter au mépris des haines passées. Il leur faudra encore maints efforts pour que les dernières cicatrices se referment tout à fait.